Bien. Maintenant, la parole va être à vous. Donc, on va un peu s'organiser. Je vais vous expliquer. On a placé 2 micros, un à droite, un à gauche, au pied de la tribune. Donc, vous vous déplacez, vous avancez jusqu'au micro. On prendra une intervention à droite et ensuite une intervention à gauche. Quand on aura 3 interventions, la parole remontera à la tribune. On fera en sorte également que les prises de parole soient paritaires, au risque que Jean-Marc cesse de répondre aux questions. C'est un homme, une femme dans les questions. Voilà. Donc il faut organiser les queues au micro en conséquence. Là, je vois qu'il n'y a que des hommes qui se sont déplacés. C'est bien pour ça que j'ai fait cette règle. Donc, mesdames, on compte sur vous. Alors, vous avez, pour vos interventions, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez 2 minutes et au-delà de 2 minutes, une douce musique vous accompagnera dans votre prise de parole. Alors, on va commencer par la gauche. On vous écoute. Bonsoir. Donc moi, je voulais parler d'Aurelio Pecce, donc président du Club de Rome, qui a commandé le rapport Meadows. Donc il disait en 1983, dans Cri d'alarme pour le XXIe siècle, il disait que la transition allait être d'abord culturelle. Qu'en pensez-vous ? C'est à vous, maintenant. C'est à une dame. C'est une dame? Ah oui. Ouais, ouais. Non, ça va. Bonsoir. Ma question s'adresse précisément à M. Jancovici, mais Bernard Friot pourrait y répondre aussi. À moins d'1 heure de voiture d'ici se joue, au nom de la décarbonation, la mort de la forêt d'Elzéar-Bouffier. Cet homme qui plantait des arbres sous la plume de Georges Yonot. La forêt de la montagne de Lure est aujourd'hui détruite, rasée, saccagée, pour installer, vous l'aurez compris, une centrale photovoltaïque dont le bilan carbone est probablement désastreux. Aberration écologique, énergétique, esthétique et illégale, puisque ce site naturel est un site protégé, mais installation qui génère des profits. Il semble que nous soyons là face à un effet pervers des discours sur la décarbonation dont vous ne pouvez pas être dupe. Ne pensez-vous pas qu'il est absolument nécessaire, lors de toutes les interventions médiatiques, de dénoncer systématiquement ce genre de pratiques qui desservent le propos de la décarbonation, ou alors devons-nous considérer que ces pratiques sont un mal nécessaire et les accepter ? On prend une intervention à droite pour vous, à gauche pour nous. Bonsoir. Non, ça marche dans les deux sens. Là, maintenant, c'est un homme. Non, attendez. Ah, pardon, Non, faut être un peu sérieux quand même, écoutez. Très bien, très bien. Après. Bonsoir. Donc, question à M. Friot. Donc, la bifurcation écologique que vous proposez est en fait une révolution communiste. Appropriation des moyens de production, collectivisation, autogestion, clientélisation de la population, c'est-à-dire votre proposition d'allocation universelle rend en fait les gens dépendants de l'État, c'est-à-dire du verseur des allocations, n'encourage pas le travail et la production. Et là, je pense que M. Jancovici a répondu, il faut d'abord produire avant de redistribuer, contrairement à ce que vous affirmez. Et donc, ça jettera la population dans les bras de populistes qui proposeront plus, qui payeront plus, qui travaillent encore moins. Donc, je ne vois pas comment vous pouvez concilier votre proposition avec la démocratie. Et ensuite, cette conception du grand soir, du grand tournant, n'est pas du tout en ligne avec les comportements individuels qui doivent changer et les comportements collectifs de décarbonation et de société. En fait, votre proposition ne rend aucunement les citoyens acteurs du changement, puisqu'il faut attendre le grand soir pour enfin pouvoir agir.
Alors, la question c'est, donc, quelle proposition concrète avez-vous pour la transition écologique aujourd'hui, à part attendre le grand soir? Merci. Excusez-moi, juste peut-être déroger parce que c'est une question qui est dans la continuité, c'est-à-dire que... Non, on ne déroge pas? Non, non. Bon, ben, alors on y reviendra après alors. Non, parce qu'après c'est une femme. Bonsoir et merci. C'est fini, on a nos 3 interventions. Juste après. Mais juste après, c'est vous. Juste après, c'est vous. Du coup, moi je Ouais. me suis fait couper la parole. C'était juste une question pour la salle plutôt, si c'est possible. C'est pas très compliqué. Ouais. Ça peut aller? Oui. Juste savoir, dans la salle, peut-être en levant la main, qui serait prêt à bifurquer dans son métier par rapport à ce que vous avez dit éventuellement, parce que je pense que voilà, je sais pas, voilà, du coup, si la question est simple. Juste... Ou peut-être c'est déjà fait, effectivement. À quel point est-ce que la réponse est biaisée? Qui veut aller dans l'agriculture? Une agriculture, voilà, productive, mais de bon sens. Ok. Bon, voilà, c'était plus... Eh bien, Bernard, c'est à toi. Je crois qu'il y a une contresens complet pour la question qui m'est adressée sur le grand soir. Je n'ai jamais prononcé ni le mot ni la chose. Hein. Nous sommes au contraire dans la création d'alternatives au capitalisme dans le capitalisme lui-même. Nous sommes à l'opposé de toute proposition dans laquelle il faudrait d'abord, je ne sais pas quoi, conquérir le pouvoir d'État, puis ensuite faire un socialisme d'État, et ensuite le communisme, je ne sais pas quoi. Nous sommes à l'opposé de cette vision. Hein. Il s'agit aujourd'hui, maintenant, de conquérir des droits de souveraineté sur le travail, de conquérir un droit. Alors ça, donc, dans les entreprises, on a proposé par exemple qu'à 50 ans, chacun devienne titulaire de son salaire et soit inlicenciable pour organiser l'autogestion contre les directions, par exemple. Le fait aujourd'hui que nous devenions titulaires du salaire qui n'a rien à voir avec l'allocation universelle. Qu'est-ce que c'est que l'allocation universelle? C'est l'arme de guerre de la classe dirigeante contre le salaire à la qualification personnelle. La classe dirigeante ne supporte pas que, en tant que personne, 17 millions des majeurs soient titulaires d'un salaire qui reconnaît, comme tout salaire, leur responsabilité et leur contribution à la production de valeur. Parce que si ce sont les personnes qui deviennent titulaires de leur salaire, alors le pouvoir sur elles qu'exerce une bourgeoisie qui ne les tient plus par le chantage à l'emploi disparaît. Donc il y a une obsession de la classe dirigeante, en finir avec le statut de la fonction publique, en finir avec le statut des cheminots, des postiers, en finir avec le statut de l'EDF-GDF, en finir avec le statut de la RATP, en finir avec le droit au salaire des retraités, en finir avec le droit au salaire des chômeurs, bref, en finir avec le salaire lié à la personne. Mais pour restaurer le salaire capitaliste, qui est un paiement à l'acte, ce qui est le cas de toute l'ubérisation, par exemple. La l'ubérisation, nous sommes au cœur de la logique capitaliste des rapports de travail. Paiement à l'acte. Mais dans les entreprises plus classiques que Uber ou Deliveroo, qui ne sont jamais que le retour avant 1910,
vous avez également une multiplication des situations dans lesquelles les travailleurs sont payés à l'acte. C'est la prime à la place du salaire, de la hausse du salaire, etc., etc. Ce paiement à l'acte, qui dépend donc de la performance sur le marché des biens et services, mais une performance qui n'est pas assurée, va introduire une très grande insécurité s'il est généralisé. Et donc, pour que la paix sociale reste possible malgré cette insécurité, il faut absolument que nous soyons titulaires d'un revenu de base inconditionnel, qu'il y ait un filet de sécurité. La proposition de revenu de base inconditionnel, c'est la proposition de la classe dirigeante pour en finir avec le salaire lié à la personne. En aucun cas, donc, je suis le préconisateur de l'allocation universelle. Quant à, ce n'est pas du tout l'État qui va payer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de paiement par l'État? Pas du tout. Il s'agit au contraire d'une forme de dépérissement de l'État. Dans le bouquin avec Lordon qui s'appelle « En travail, conversation sur le communisme » qui est paru à la Dispute en 2021 et qui est disponible sur le stand de Réseau Salariat à la sortie, dans ce bouquin, Lordon et moi, nous mettons un qualificatif à des mots sur lesquels on n'en met jamais. Valeur, travail, monnaie, répartition, État, etc. Et ce qualificatif, c'est communiste ou capitaliste. L'État capitaliste, on voit bien ce qu'il fait aujourd'hui. Il accompagne et les grands projets menés au nom de l'écologie, comme d'habitude. On détruit les forêts pour faire du photovoltaïque. Fressoz a très bien montré comment c'est toujours pour l'écologie que les mutations technologiques sont lancées et s'additionnent. C'est pour sauver les forêts qu'a été mis en place le charbon, c'est pour sauver l'atmosphère viciée des villes, etc., qu'a été mis en place le pétrole, c'est pour sauver nous sauver de la production de CO2 qu'est mise en place l'électricité nucléaire. C'est toujours pour des raisons ou des trucs alternatifs du genre photovoltaïque. C'est toujours pour des raisons écologiques que ensuite va s'amplifier, va s'additionner une technologie nouvelle. On n'a jamais extrait autant de charbon dans le monde que l'année dernière. Donc c'est pas du tout des sources d'énergie substituables. Elles s'additionnent. Et toujours pour des raisons écologiques. Faire du photovoltaïque à la place d'une forêt, je prenais le train entre Bordeaux et Tarbes récemment, c'est affligeant ce qu'on voit. Des forêts totalement de monoculture qui n'ont aucune valeur écologique, d'accord, et puis d'immenses champs soustraits à l'activité agricole pour faire des panneaux solaires. Enfin, nous continuons la fuite en avant folle. Donc, il s'agit non pas du tout d'attendre, je ne sais pas trop quel grand soir, c'est absurde. Il s'agit non pas que ce soit l'État qui assume tout cela. Ce que nous avons su inventer, que je n'ai pas eu l'occasion de dire, mais merci pour cette question qui me permet de le dire, c'est un État communiste, les prémices d'un État communiste. C'est quoi? C'est une fonction collective ayant force de loi, ce qu'on appelle en général l'État, assumée par les intéressés eux-mêmes. C'est la gestion du régime général de sécurité sociale entre 1947 et 1967. Gestion par les travailleurs. Et il gérait plus que le budget de l'État, sans appareil d'État. C'est ça, c'est cette démocratie-là qu'il s'agit
de retrouver et de généraliser. Nous n'avons pas besoin d'appareils d'État, mais nous avons besoin de fonctions collectives ayant force de loi dans lesquelles, enfin, dans la définition, enfin, gérées par les intéressés eux-mêmes. C'est cet enrichissement de la citoyenneté qui est absolument nécessaire. Et encore une fois, nous n'avons pas inventé la Lune. Nous l'avons déjà fait pendant 20 ans. Et s'il y a eu un tel acharnement pour supprimer la gestion par les travailleurs du régime général, c'est parce que nous sommes au cœur, là, de la sortie de l'accumulation de marchandises aux fins du profit ou des grands projets absurdes avec le soutien de l'État capitaliste. Nous avons su le faire. Nous avons su nous en sortir. Nous saurons évidemment nous en sortir. Je vais essayer de faire rapide sur les deux autres du coup. Sur le Club de Rome, si, je suis tout à fait d'accord que la bataille, elle est avant tout culturelle, au sens où c'est d'abord, il faut arriver à se mettre d'accord sur un objectif qui est physiquement réaliste et socialement souhaitable. Et ça, c'est quelque chose qui est avant tout culturel, des deux côtés du reste. Sur le solaire et la forêt, alors, pardon, je vais rentrer un tout petit peu dans la technique. Aujourd'hui, le but du jeu que nous nous sommes fixés, c'est d'essayer de se passer des combustibles fossiles. On a une première raison pour le faire qui est climatique et une deuxième raison pour le faire qui est l'épuisement de ces combustibles. On peut remplacer une partie de ces combustibles fossiles par des économies, c'est-à-dire qu'on utilise moins d'énergie, donc on se chauffe au gaz, et on baisse le thermostat, voilà, ça marche. Ou bien on garde une voiture à pétrole et on passe d'une Land Rover à une C1, ça marche aussi. Bon, en général, c'est pas les mêmes, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Après, une autre manière de faire, c'est de passer d'une énergie carbonée à une énergie décarbonée. Et là, notre pays, c'est un fait, c'est pas la peine de refaire l'histoire, c'est un fait, mais pendant les 20 dernières années, a été très réticent sur le fait d'avancer sur le développement de l'énergie nucléaire. Donc l'énergie nucléaire dans ce pays a été un sujet de crispation sur lesquels il n'y a pas eu de développement sur les 20 dernières années. Et maintenant qu'on n'a pas avancé sur le nucléaire et que du coup ça fait qu'on ne peut pas rapidement en faire, eh bien on a quand même besoin d'électricité décarbonée. Et ce qui est plus rapide à faire en termes d'électricité décarbonée, c'est l'éolien et le solaire. Mais manque de chance, pour des raisons physiques, ça occupe beaucoup plus de place. Parce que l'énergie nucléaire est une énergie extrêmement dense et concentrée, avec 15 sites nucléaires en France, on fait la totalité, enfin pas la totalité, on fait les 3/4 de l'électricité française. Il faut, si je ne tiens pas compte des bâtiments administratifs annexes, il faut 1000 fois plus de surface pour faire la même quantité d'électricité avec du solaire qu'avec du nucléaire. Donc il faut bien la trouver quelque part, cette surface. Et donc, comme par ailleurs c'est compliqué et donc plus cher d'installer les panneaux sur les toits des habitations, parce qu'à chaque fois, on installe des petites surfaces, une par une, donc ça multiplie les opérations, etc. C'est beaucoup moins cher, et ça serait vrai même si l'opérateur était public. Ce n'est pas une affaire de profit et de capitalisme, c'est juste une affaire de coût économique. C'est beaucoup moins cher de faire ça au sol en supprimant un champ ou une forêt. Voilà, c'est considérablement moins cher. Donc, ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on est en train d'essayer de rattraper la production électrique décarbonée qu'on n'a pas faite sur le nucléaire, sur des moyens qui vont plus vite à mettre en œuvre et qui par ailleurs étaient plus consensuels dans l'opinion. Quand vous demandiez aux Français il y a encore quelques années qu'est-ce que vous pensez des énergies renouvelables, ils vous disaient à 80% on trouvait ça très bien. Je ne juge pas s'ils ont tort ou raison, je vous dis juste en termes d'acceptabilité sociale, c'est comme ça que ça se présentait. Et puis par ailleurs à la campagne il n'y a personne, donc vous emmerdez pas grand monde quand vous faites des champs de panneaux solaires, vous emmerdez 3 propriétaires de gîtes dans le coin, mais c'est pas énorme. Et pareil pour un champ éolien, ça fait pas beaucoup de monde. Donc la ligne de pente nous a emmenés de ce côté-là. Maintenant, il va falloir qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas dire on veut pas d'énergie fossile, pas de nucléaire et pas de champs de PV, et en même temps du pouvoir d'achat. Il va falloir qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes. Donc, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'il va falloir qu'on soit un tout petit peu adulte et qu'on voit quels sont les inconvénients qu'on accepte et ceux qu'on n'accepte pas.
Est-ce qu'on préfère avoir quelques centrales nucléaires et pas beaucoup de champs de panneaux? Est-ce qu'on préfère avoir moins de centrales nucléaires et beaucoup plus de champs de panneaux? Est-ce qu'on préfère ne pas avoir d'énergie du tout et faire du vélo sans assistance électrique? Enfin voilà, je caricature un peu, mais il va falloir qu'on se mette d'accord avec nous-mêmes. Et aujourd'hui, je trouve que ce débat-là, il reste encore gentiment enfantin. On n'est pas allé jusqu'au bout du courage en se disant qu'est-ce qu'on veut vraiment. Bon, je n'ai pas une bonne nouvelle, c'est que le temps avance et dans un quart d'heure, il faudra sortir, libérer la salle. Donc ce qu'on va faire, on va prendre les 3 dernières interventions. Donc c'est maintenant à droite. Et donc dans les réponses des intervenants, il y aura également la conclusion de cette soirée. Ça sera très bref, je pense, en étant peut-être un peu taquin pour Réseau Salariat, parce que j'ai l'impression que le système décrit offre, pour jargonner, peu d'écart type par rapport à la moyenne, c'est-à-dire en fait peu de bio, je ne sais pas, mais sociodiversité, c'est mon intuition. Et on vient de parler un peu du nucléaire, je voulais en fait donner du temps de parole sur la notion de déchets, parce qu'on a peut-être une marge de progression importante, toutes choses étant égales par ailleurs, et précisément dans le nucléaire, évidemment, le thème du déchet est névralgique. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention, qui fut fort appréciée. Ma question concerne la place accordée à l'intelligence artificielle dans la société à venir, et simplement dans un contexte où elle ne fait que progresser dans le monde du travail. Merci. C'est vous qui avez la parole. Il faut que ce soit un homme. Ou intervenez à deux. Tout à l'heure, on a pris 4 questions. Allez, on va prendre 2 questions. Non, oui, j'ai droit à cette case. Question très rapide. Dans un contexte de contraction justement de la ressource à l'énergie, quel impact sur la population mondiale et comment gérer les conséquences? Voilà. Et vous, madame? Bonsoir et merci. Question pour Monsieur Friot. Est-ce que vous pourriez expliciter comment est-ce que vous voyez la transition entre le travail et la retraite, bien que la retraite ne veuille pas dire fin du travail, peut-être en prenant un exemple de profession et en imaginant comment vous voyez ça. Et deuxième question pour tous les deux, qu'est-ce qu'on fait quand on vient de finir nos études ou pas, enfin qu'on est jeune, qu'on est à peu près conscient des enjeux que vous avez discutés ce soir, qu'on a l'impression d'être à peu près engagé, soit associativement parlant, soit dans notre profession, et qu'on ne peut que constater que actuellement les temps caractéristiques de transformation du système sont bien trop grands pour éviter le premier écueil dont vous avez parlé, M. Jancovici, à savoir le fait qu'on soit forcé par des chocs naturels à décroître. Merci. Je crains de ne pas avoir compris la question, excusez-moi, mais est-ce que c'est... J'ai demandé à Dany qui n'a pas compris non plus, donc est-ce que vous pouvez la reposer si vous... Si, moi j'ai très bien compris. Ah ben non, mais Jancovici comprend tout. Mais admettez qu'il y a des gens plus stupides que Jancovici, alors donc... C'est qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune? C'est ça, là, c'est ça. Tout à fait. Et ben voilà, et ben on y va. Allez Jean-Marc, c'est à toi, puisque c'est Bernard qui a commencé tout à l'heure. Alors je vais essayer de traiter les 3 questions sur lesquelles j'ai un truc à répondre. La question des déchets nucléaires est effectivement un sujet qui fait partie des préoccupations qui remontent haut quand on demande aux gens quels sont les inconvénients qu'ils voient à l'énergie nucléaire. C'est un truc qui va assez haut. Alors paradoxalement, moi c'est pas un truc qui m'empêche de dormir, mais voilà, c'est pas moi qui fais l'opinion française. Alors, il y a 2 problèmes dans le nucléaire en fait, qui se rejoignent. Il y a le problème du déchet et il y a le problème de la ressource. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si on veut que le nucléaire soit un déterminant significatif à l'échelle mondiale, où vous avez, alors je suis désolé d'employer cette unité, il y a 2200 gigawatts de centrales à charbon dans le monde. Pour vous donner une idée, hein, le parc nucléaire français, c'est 60 gigawatts de puissance. Hein, et il y a 2200
gigawatts de puissance de centrales à charbon dans le monde. Enfin, un gros paquet. Si on veut que le nucléaire joue un rôle significatif à l'échelle de ce parc de centrales à charbon, on ne peut pas rester sur la technologie actuelle du nucléaire qui n'utilise qu'une toute petite partie de l'uranium, c'est-à-dire l'isotope 235. Donc on est obligé de passer à la génération d'après, qui utilise tout l'uranium. Et à ce moment, cette génération, elle a aussi un avantage qui est de limiter la quantité de déchets produites. Elle en fait beaucoup moins. Voilà. Donc, mais encore une fois, les déchets, pour vous donner un ordre de grandeur, chaque Français aujourd'hui, via la quantité d'électricité nucléaire qui est générée par Français dans ce pays, il génère des déchets enquiquinants, là, ceux qui sont à haute activité, à longue durée de vie. L'ordre de grandeur par personne, c'est une pièce de monnaie. Une pièce de monnaie par personne et par an. Et donc c'est des cochonneries, mais c'est des petits volumes. Donc c'est pas quelque chose qui est... c'est beaucoup plus emmerdant de bazarder 50 000 tonnes de phytosanitaires dans la nature tous les ans ou de bazarder 10 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par Français et par an. C'est des choses qui se gèrent moins bien. Alors, je suis beaucoup plus pour l'intelligence naturelle que pour l'intelligence artificielle, personnellement. Je pense que... Je préfère. Voilà. On devrait peut-être faire un label ou une appellation d'origine contrôlée, intelligence garantie, intelligence naturelle. Et alors, une réponse un peu plus sérieuse. Vous aurez compris que dans un monde dans lequel les flux physiques vont baisser, ça revient à dire que si on veut garder la même quantité de gens au travail, la productivité du travail va baisser. Donc, ce qui vise à augmenter la productivité du travail va plutôt dans le mauvais sens. Globalement. Encore une fois, sans prendre parti sur qu'est-ce que ça veut dire en termes de revenus, de distribution des revenus, de pouvoir d'achat, etc. Juste sur cette partie-là, en gros, c'est absolument... Vous savez, en France, entre 1974 et 2007, on a doublé la production industrielle en divisant les emplois industriels par 2. Ça, c'est le résultat de l'augmentation de la productivité du travail dans l'industrie, c'est-à-dire du remplacement des gens par des machines. C'est très exactement ça qui s'est passé. Donc si on veut que les gens continuent à avoir un emploi, après c'est un débat qu'on n'a pas eu ce soir, mais est-ce que c'est important ou pas dans la société d'avoir un emploi? Personnellement, je pense que oui, parce que je pense qu'il y a une composante de la nature humaine qui est d'être utile aux autres, et c'est un truc qui est un peu biologique. Ça date de l'époque où, enfin, c'est lié au fait que comme on est des animaux sociaux, être utile aux autres, quelque part, c'est notre sécurité que le groupe va prendre soin de nous-mêmes. D'accord? Quand on est utile aux autres, voilà. On a cette garantie. Et donc l'emploi, c'est une matérialisation moderne de ce souhait d'être utile aux autres. C'est comme ça que je l'interprète. Je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je l'interprète. Donc c'est important de garder des emplois dans une société en transition. Et donc si on veut garder beaucoup d'emplois dans une société en transition, bah, malheureusement, n'en déplaise aux économistes, au pouvoir d'achat et même à moi-même peut-être, augmenter la productivité du travail n'est pas nécessairement une bonne idée. Voilà. Donc et par ailleurs, je pense qu'il y a un effet de démission. Alors bon, que certaines applications précises de l'intelligence artificielle, genre mieux identifier les tumeurs sur les radios, ça soit pas idiot, ok. Mais après, en faire l'alpha et l'oméga partout et tout le temps, je pense qu'il faut bien se poser la question de la finalité, quoi. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune? Alors d'abord, on ne reste pas seul quand on a des questions comme ça, parce que, non mais vraiment, parce que sinon on déprime et on devient neurasthénique. Et donc, une des premières choses à faire, c'est de rejoindre des entités où il y a des gens qui se posent des questions identiques. Et la seule chose qui nous sort de la neurasthénie, c'est de passer à l'action. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Et donc, ça veut dire qu'il faut essayer de rejoindre une entité où le travail, quel qu'il soit, on ne sauve pas le monde soit tout seul. Alors, il y a un truc qu'il ne faut pas faire quand on est jeune, c'est de se prendre pour Atlas. Personne ne porte le poids du monde sur ses épaules. Et il ne faut surtout pas chercher à le faire, parce que sinon on est sûr de déprimer. Et donc il faut simplement essayer de trouver un endroit où une partie de l'angoisse va se libérer au travers de l'action. Alors ça peut être associatif, hein, Extinction Rébellion, c'est comme ça qu'il se libère de l'angoisse. Ça peut être professionnel. Ça peut être d'aller travailler dans une entité où on se sent utile, et encore une fois, on ne va pas sauver le monde à soi tout seul, mais se sentir utile, ça suffit. Et tout ça démarre en général avec trouver des réseaux dans lesquels on a des gens qui vous ressemblent, c'est-à-dire des gens qui partagent les mêmes préoccupations. Alors un tout petit peu de plaidoyer pro domo, puisque mon voisin de gauche l'a fait tout à l'heure. Au sein des shifters, il y a des gens qui discutent de ce genre de sujet. Ça fait partie de leurs préoccupations. Et...
Et il y a des gens qui partagent ce genre de préoccupations et qui peuvent aussi, du reste, donner des conseils sur comment ils l'ont vécu eux, s'ils sont un peu plus âgés, et comment est-ce qu'ils ont réussi à concilier cette préoccupation avec ce qu'ils font dans leur vie de tous les jours. Voilà. Mais vraiment, il ne faut pas rester seul. Voilà. Donc Bernard, il nous reste moins de 10 minutes. Sur l'intelligence artificielle, je pense à tout ce travail de reporting pour lequel tant aujourd'hui sont invités à écrire ce qu'ils font, à passer du temps à écrire ce qu'ils font, pour qu'ensuite leur travail soit fait par l'intelligence artificielle. Il faut être un peu bête, je veux dire, pour faire du reporting. Pour accepter le reporting. C'est pour ça dire que ceux qui refusent le reporting sont l'objet d'une chasse par les directions totale. Je pense à tel ingénieur qui refusait de faire le reporting dans la gestion des barrages hydroélectriques. Je pense à toute une série de soignants qui refusent de faire du reporting et qui font de la clinique sans écrire ce qu'ils font, sans passer le quart de leur temps à écrire ce qu'ils font et à préparer leur remplacement par de l'intelligence artificielle. Le remplacement de la clinique par du protocole, le remplacement de l'intersubjectivité par l'abstraction de l'intelligence artificielle. Pour venir ici, j'étais dans le train ce matin. Un train, d'ailleurs, c'est dans la vallée de la Roya. Hein. On ne peut y monter qu'après que 3 flics aient vérifié qu'il n'y a pas de migrants. Enfin, il y a une chasse aux migrants absolument ignoble dans cette vallée. Nous dépensons 60 000 € par jour à payer des gendarmes, en prenant le train, cette fois-ci c'était avant-hier, je fais 9 km pour aller de là où j'habite à la gare. J'ai rencontré ou j'ai été arrêté par pas moins de 16 gendarmes et flics, d'accord, et militaires. Nous sommes dans le pays de Ciotti. Et donc, et d'une politique anti-migrants qui est une honte nationale. Et donc je discutais dans le train après que ces Pandore aient vérifié qu'il n'y avait pas de migrants, au faciès évidemment, hein, toujours, hein, tout ça est au faciès. Avec une responsable de la gestion de l'eau dans le parc du Mercantour et qui fait de la présence physique au milieu des lacs, hein, dans des barques, hein, pour mesurer la température, enfin, etc., avec des constats d'ailleurs extrêmement alarmants, et qui dit que actuellement, ce qui se met en place, c'est progressivement que ce soit à partir de vaisseaux spatiaux que toute la surveillance de la température des lacs soit faite sans intervention des humains et donc par de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que ça va donner cela? Chaque fois qu'elle est physiquement sur ce lac, elle voit des tas d'autres choses. L'occasion de prendre la température de l'eau, enfin, c'est l'occasion, pardon, la prise de température de l'eau est l'occasion de faire de tous autres constats aussi. Enfin, si nous perdons le rapport sensible et physique avec la nature au bénéfice de l'intelligence artificielle, ça va donner le pire, hein. C'est absolument évident. Donc, s'agissant maintenant de qu'est-ce que font les jeunes? D'une part, encore une fois, les jeunes sont accablés de l'insertion, hein. En 1977, Raymond Barre invente le plan de sauvegarde de l'emploi des jeunes,
De 45 à 75, être jeune n'a aucune incidence sur le marché du travail. Aucune. C'est même plutôt bénéfique. On observe une hausse du salaire d'embauche. Si bien que dans les familles ouvrières, par exemple, où le salaire est relativement plat, la carrière assez plate, les enfants gagnent pratiquement autant que leurs parents. Ce qui, d'un point de vue sociologique, est extrêmement intéressant. Ça légitime l'école, ça évite de devoir aimer éperdument ses parents si on ne veut pas crever de faim. Même les grands-parents aujourd'hui, hein, il faut aller jusqu'aux grands-parents, attendre la CBI. Et donc, ça a entraîné un retard dans la mise en couple, ça a entraîné, etc., etc. Bien. Les effets sociologiques sont absolument désastreux de cette baisse du salaire d'embauche. Et ça concernait au départ les jeunes peu certifiés. Et puis, si vous prenez, je ne sais pas quoi, voilà, ce scandale des emplois jeunes hein, dans la gauche plurielle, là, c'est Bac+2, d'accord. Et on peut souscrire un emploi jeune la veille de ses 30 ans. C'est-à-dire qu'on est jeune jusqu'à 35 ans avec le SMIC pendant 5 ans pour des gens qui ont le Bac+2. Voilà toutes ces mesures jeunes. Alors ajoutons aujourd'hui, je ne sais pas quoi, les volontariats de service civique, enfin des monstruosités où on invoque le civisme pour ne pas payer les gens à travailler. Il faut d'abord sortir la jeunesse de la calamité de l'insertion. Il n'y a aucune raison que l'âge soit une catégorie de discrimination sur le marché du travail. Or, il l'est aujourd'hui, massivement, après 50 ans et avant 35 ans. Maintenant, pour une autre dimension, c'est pour cela que salaire à 18 ans, d'accord, hein, enrichissement de la citoyenneté, droit au salaire à 18 ans comme droit politique, c'est évidemment la réponse à cette ignominie de l'obligation de s'insérer. Dans les années, je sais pas, dans les années 80, un CV d'étudiant, c'était 3 lignes. Aujourd'hui, c'est 10 pages, hein, où il montre tout ce qu'il fait pour s'insérer. Enfin, c'est indécent. Et donc, sur l'autre dimension, hein, qui est ce refus de plus en plus important hein, de participer à la folle fuite en avant dans la production de marchandises en vue du profit ou dans les grands projets absurdes. Ce refus qui marque de plus en plus des jeunes et qui se traduit par de l'exit, globalement. Ils n'entrent pas dans les entreprises, les services publics, et ils font à la marge des activités conformes à leur déontologie. Pour moi, ce sont des communistes. Hein. Toute personne qui refuse de travailler contre sa déontologie est communiste. Toute personne qui travaille selon sa déontologie est communiste. Il y a une urgence de ce point de vue-là de communisme, évidemment. Sauf que, tant qu'il reste à la marge, il ne dérange personne. Voire même, beaucoup de recherche et développement aujourd'hui est faite gratos pour le capital par des dissidents. Et dès qu'ils ont trouvé le business model, hop, aussitôt vous avez un troll capitaliste, Xavier Niel par exemple, d'accord, qui achète. Regardez, je ne sais pas quoi, la ruche qui dit oui, par exemple. Et donc, le logiciel propriétaire se nourrit du logiciel libre, enfin, etc., etc. Donc il est absolument décisif que ces dissidents, dont je salue la dissidence, sortent de la marginalité. Et c'est là que les sécurités sociales sectorielles, parce que précisément elles solvabilisent des acheteurs auprès de professionnels conventionnés, et ce sont ces dissidents que nous allons conventionner, bien sûr, leur fournir un marché, les sortir de la marge. Là, les projets de sécurité sociale sectorielle que nous proposons à Réseau Salariat, et pas qu'à Réseau Salariat, hein, nous sommes maintenant dans de très nombreux groupements, associations, syndicats qui travaillent sur ces questions-là, sont en particulier
en utilisant l'outil du conventionnement, et en ne conventionnant pas évidemment les entreprises capitalistes, sont un outil extrêmement important pour sortir cette jeunesse dissidente de la marge et lui permettre enfin d'être heureuse au travail. Bernard, il faut qu'on s'arrête. Merci. Ben, écoutez, je propose qu'on remercie nos intervenants encore une fois. Bien. Merci à vous, merci à toute l'équipe du Grand Théâtre de Provence. Et puis je vous propose qu'on sort assez vite de la salle pour se retrouver dans le hall. À tout de suite.